Voilà, la petite révision d'anglais au passage pour tout le monde. C'est gratuit pour ce soir. Alors, et bien, je suis ravie de vous accueillir. Je suis contente, de voir qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient envie d'écouter cette, conférence. Beaucoup d'autres qui ont envie d'avoir le replay, donc merci à tous ceux aussi de ce soir de participer en direct. C'est quand même plus sympa en général d'animer avec un petit peu d'interaction. Donc sentez-vous libre, pendant la conférence, à lever la main pour poser une question. C'est l'objectif aussi, hein, c'est d'échanger un petit peu, sur, bah, peut-être vos connaissances, peut-être vos questions et puis on va explorer pendant 1 heure, dans les grandes lignes, voilà, ce que c'est le décodage, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça fait référence? Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du corps, le fonctionnement du cerveau, pour voir, bah, en quoi, en fait, finalement, on peut avoir, une situation qui est, en résonance dans le corps, à quoi ça peut faire référence. Alors déjà, comme j'ai quelques visages là à l'écran, peut-être faites-moi un petit oui, un petit non. Est-ce que, pour certains, je sais déjà, mais pas pour tout le monde, est-ce que certains découvrent aujourd'hui cette notion-là? Un petit oui, non, un petit moyen. Alors Myriam, tu as pas tout à fait le droit, toi, de me dire complètement oui. OK, super. OK, génial. Alors voilà, j'ai fait cette conférence, plutôt, pour, donner l'aspect pratico-pratique, parce que moi j'aime bien l'amener, comme ça. Je vais quand même, en profiter pour me présenter rapidement aussi parce que je ne connais pas tout le monde. Et puis, voilà, juste pour vous donner, cette notion ce soir, de première couche, de dire comment ça fonctionne dans le corps concrètement et en fait, à quoi ça peut faire référence et pourquoi en fait, Estelle, elle nous parle comme ça de décoder le corps, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir un petit peu ça ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, donc moi je suis Estelle. Je travaille du coup maintenant depuis 3 ans en fait, à décoder. Je suis tombée, comme dans la marmite de Astérix, n'est-ce pas? Je suis tombée dedans à un moment donné et j'ai adoré et je me suis dit que c'était juste, incroyable quand on commençait à comprendre que le corps, il avait un mécanisme et en fait, plus qu'un mécanisme, toujours un moyen d'adaptation. Et de là, bah, j'ai exploré ce monde-là en allant travailler de par mon histoire perso, parce que j'ai un petit garçon avec une maladie génétique et puis aussi, de par mon entourage, en fait, en explorant à chaque fois, ce monde de dire: «Ah mais tiens, c'est bizarre, tiens, j'ai mal à la gorge, le jour où j'avais pas envie, de parler». Et donc petit à petit, en fait, on se rend compte que quand, on découvre un petit peu ce milieu-là, soi-même, on a souvent déjà réalisé que le corps, il avait géré une situation à notre place, hein, quelque part. Je me souviens, moi, d'une situation comme ça où je travaillais encore, dans les ressources humaines il y a quelques années et je devais donner, une réunion et qu'en fait, je voulais pas la donner cette réunion. Je voulais pas la donner et le matin même, je me suis levée avec une fièvre à 42°. Je les ai juste cloués au lit alors que la veille au soir, j'allais très bien et ben, mon corps, il a trouvé la solution parce que je ne voulais pas y aller. Donc il a trouvé le moyen que je n'y aille pas et clairement, j'étais pas capable d'y aller. Donc une fois qu'on commence un petit peu à investiguer, ce monde-là, à se dire que le corps, en fait, il trouve le moyen d'agir, c'est assez intéressant parce que, au-delà de ça, en fait, on oublie souvent que le corps, c'est notre meilleur copain et on l'oublie beaucoup trop. On est souvent même, en conflit interne parce qu'il y a une histoire aussi de physique, d'esthétisme, peut-être de manque de confiance, peut-être aussi de certaines rancœurs à un moment donné où il a été malade ou autre et on se rend compte en fait, quand on l'explore qu'il a beaucoup de ressources et on a, parfois tendance, à les effacer, à les oublier ou en tout cas de plus y avoir, forcément en tout cas, l'accès. Donc on va explorer ça. Alors, je vous ai quand même préparé une petite présentation. Je vais voir si j'y arrive. Hop, logiquement, ça devrait. Je lance. Je vais la lancer plus joliment. Et alors, je fais juste un petit test technique. Voilà. OK. Et là, si je regarde, vous voyez normalement une belle page en grand, n'est-ce pas? OK, trop cool. Génial. Alors je me permets juste de regarder, j'ai des notifications, email, je crois qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter. OK et là OK, bah, ils arrivent. Bon, on va les laisser arriver tranquillement. Apparemment, il y a pas de problème technique, donc c'est parfait. Génial.
Alors, donc l'idée de ce soir, c'est d'aller voir, OK, c'est quoi cette notion de décodage, de psychogénéalogie? Et je vais vous parler un petit peu d'énergie ce soir. Un petit peu, parce qu'en 1 heure, on n'a pas le temps de tout voir, mais je trouve essentiel juste d'introduire ce terme, d'introduire en tout cas cette notion. Et moi, j'aime bien l'amener comme ça, même quand, on travaille en séance individuelle ou autre, ou en atelier collectif. C'est que, déjà, si on dort pas la nuit, on va avoir du mal à être en forme le matin. Et ben, dans notre corps, émotionnel, dans notre corps physique, c'est la même chose. Si les énergies déjà, elles sont pas forcément bien en place, elles ne tournent pas rond, c'est intéressant aussi déjà de commencer, par ce petit chemin-là. Donc on va en reparler un petit peu à droite à gauche, mais bon, à savoir qu'il y a d'autres, conférences qui sont adaptées à ça et que même dans ma chaîne YouTube, en fonction, vous avez le lien depuis mon site web, vous avez plein d'infos aussi, quand je commence à parler de chakras en lien avec certaines émotions aussi qui sont, parfois à l'origine de certaines douleurs ou de certaines, on va dire contrariétés, médicales pour le coup. Alors, le décodage, c'est quoi? Déjà, ça va commencer par cette phrase que j'adore, qui est juste, le précepte, un petit peu, de tout fondement. C'est, «Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime». Donc il y a plusieurs, grands noms pour ceux qui ont déjà fait du développement perso qui mentionnent cette phrase. Moi, je la tiens, celle-ci, en tout cas de Carl Jung. Carl Jung, c'était un thérapeute, en fait, qui, a repris, les préceptes au départ de Freud, et qui lui, s'est en fait tout simplement concentré sur l'inconscient que Freud avait complètement mis de côté. Parce que lui, il a commencé à explorer l'histoire de l'inconscient, pour finir, avec, le rejet total. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, j'aime bien la partager quand je donne une conférence. C'est que Freud, il est parti du principe dans ses travaux que finalement, c'était que le concret, que le réel et que ce qu'on avait vécu soi-même qui avait, un impact. Ce qui est déjà quand même une grande théorie, hein, bien entendu, c'est quand même important. Et que l'histoire du passé, c'était le passé, qu'on n'en parlait pas. Et bien, quand il a commencé en tout cas à exclure la théorie de l'inconscient, il a aussi mentionné que, dans sa famille, on ne parlait pas et il est mort d'un cancer de la gorge. Donc voilà, vous faites le lien que vous voulez avec cette finalité, mais c'est assez intéressant de voir que, bah, voilà, dans sa famille, on ne parle pas, c'est interdit de parler. Quand il a essayé d'exprimer certaines choses, ça a été finalement une porte, fermée, de par son histoire, de par tout un tas de choses qui nous échappent, bien entendu, on ne connaît pas toute son histoire, mais le corps, lui, il a réagi. Lui, il a trouvé une solution. Donc tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut vivre dans notre vie à nous ou tout ce qui peut être vécu dans l'histoire familiale et qui n'est pas digéré, qui n'est pas exprimé, eh bien, ça peut s'imprimer dans le corps comme moyen d'adaptation, soit pour nous avec une maladie, soit, pour, les générations suivantes, dans l'épigénétique. Et donc là, on fait le lien tout de suite entre, ce que je vis moi, ce que je décode moi dans mon corps, par quoi je passe et puis, ce terrain, j'aime bien parler de ça à chaque fois, ce terrain qui fait que, il faut la bonne terre pour que la graine, elle germe, en fait, hein. Bah, le terrain, c'est l'histoire familiale et la bonne graine, c'est ce qui s'est passé dans notre vie. Donc pour moi, selon ça, c'est essentiel, en fait, d'avoir, le lien entre ma vie à moi, mon histoire, mes répétitions et mon terrain familial. Bien sûr, heureusement pour nous, on n'hérite pas de tous les traumatismes de la famille. Ça peut arriver, on appelle ça des personnes paraboles. Moi, je l'ai appris quand j'ai été formée à ça. C'est, la personne parabole, paratonnerre, parafoudre, il y a plusieurs termes pour dire, voilà, c'est celui qui va ouvrir le parapluie et qui va prendre toute la foudre familiale. Ça peut arriver, mais c'est assez rare, heureusement, parce qu'il y a tellement de traumas dans une famille que, voilà, on en a quelques-uns, c'est déjà pas mal. On a hérité d'un petit terrain, sur, certaines situations et puis nous, on va possiblement germer dessus en lien avec notre histoire. Est-ce que déjà, avec ce que je vous dis là, il y a une question qui survient, il y a un besoin de partager, une pensée, un ressenti? OK, alors je continue. Exprimez-vous, hein. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, on a dit, on s'exprime. OK, alors on va continuer parce que, OK, on peut s'exprimer, c'est intéressant, mais il y a pas que ça. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie? Eh bien, justement, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà peut-être vu, hein, ne serait-ce qu'en me suivant, en m'écoutant plusieurs fois, répéter les mêmes choses, parce que je parle toujours de la même chose. Le mal a dit. Donc, qu'est-ce que le mal a dit? Qu'est-ce que le mal veut dire? Et donc, ça fait le lien avec ce qu'on a dit. Si j'ai quelque chose que je ne peux pas
gérer, on va revenir juste après sur cette notion de choc, justement, eh bien moi, mon corps à lui va s'adapter à l'intérieur pour trouver une solution interne. Donc finalement, la maladie de ce principe-là et c'est pas toujours sympa à entendre, je l'admets, c'est même des fois un peu provocateur quand on passe par des phases, médicales qui sont pour le coup, très désagréables, voire dramatiques. Mais de ce principe-là, on estime en décodage biologique que le maladie, c'est pas le problème, que la maladie n'est pas un problème, mais une solution d'adaptation que le corps a trouvée en lien avec un problème initial. OK. Je vais vous donner des exemples, un petit peu plus simplifiés déjà que les grandes maladies et puis de toute façon pour ce soir, je ne vais pas vous donner des grands codes parce que c'est à nouveau en 1 heure, on n'a pas le temps de faire tout le tour. Mais pour vous donner une notion déjà, j'aime bien quand c'est comme ça parler de mon fils. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Pour ceux qui connaissent, désolée, je répète encore. Mon fils, il est donc, né avec une maladie génétique qui était le coup de pas de chance, pas de bol qu'on a découvert quand il avait 9 mois. Mais en fait, quand on l'a su, on est passé par plusieurs étapes et quand on l'a su et bien, tout un tas de symptômes déjà depuis ma grossesse, finalement s'expliquaient de par cette maladie. Mais mis bout à bout, en fait, ça faisait du sens, mais pris, au cas par cas, on n'avait pas réalisé que c'était cette maladie génétique-là qui faisait tous ces symptômes. Bref, on a exploré à un moment donné et plus il grandissait, plus, la piste, bah, justement du transgénérationnel, de la psychogénéalogie, puisqu'il était tout petit. Donc, un bébé, un enfant, on va dire en bas âge, c'est rarement quelque chose que lui-même, il est en train d'expérimenter. C'est surtout quelque chose qu'il incarne de l'histoire familiale et que son corps est en train d'exprimer. Donc on est vraiment, sur des petits enfants, toujours tout de suite dans le transgénérationnel. Quand on est nous adultes et qu'on vit une situation de maladie, on va déjà voir ce que nous-mêmes on a vécu dans l'enfance et dans l'adolescence bien sûr, hein. Mais bon là on parle de mon fils qui était tout petit, à cette époque-là il avait 9 mois, quand on découvre sa maladie et le plus gros impact de sa maladie, c'est que le corps droit, donc sa jambe droite, son bras droit, la langue, tout le côté droit de son corps est plus grand et plus gros que le côté gauche. Donc nous, quand on l'apprend au tout départ, on comprend pas trop, puis on nous parle de maladie génétique, pas de chance. Alors là, vous imaginez le truc, pas de chance, je me dis: «OK, il a un grand frère, pourquoi pas son grand frère?» Moi, je comprends pas, puis là, on commence à me parler d'épigénétique. Donc c'est de là que je me suis baignée, en fait, vraiment dedans, en disant: «Bah, voilà, un mauvais brassage, le chromosome, qui s'est mal mixé, mal mélangé, qui fait que ça fait partie des syndromes, qui sont rares, mais quand même une naissance sur 15 000». Bon, je trouve que c'est pas si rare que ça, mais après on a tous des notions de rareté, différentes. Et puis on a exploré, en fait, finalement, de fil en aiguille, on s'est aperçu que le symptôme le plus gênant pour mon fils, c'était, sa jambe plus grande, d'un côté qui fait que dans les pronostics et dans les suivis médicaux qu'on mettait en place, il allait avoir une dizaine de centimètres d'écart à l'adolescence, entre 10 et 15 centimètres d'écart de longueur de jambe. Le volume aussi, mais bon, le volume, c'est moins «handicapant» entre guillemets, hein. Ce qui est plus gênant, c'est la longueur, le fait de boiter et cetera et on devait mettre en place, bah, tout un système ortho à partir de ses, 5 ans, depuis ses 3 ans et on a travaillé en transgénérationnel. Et là, je vais aussi tout de suite répondre peut-être à certaines questions qu'on se pose souvent, c'est de dire: «Moi, je sais pas l'histoire familiale» et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent quand quelqu'un veut travailler en séance en disant: «Mais moi, je sais pas, je les connais pas, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas d'infos». Et ben, dites-vous que quand une info doit s'exprimer, elle s'exprime, en fait. Elle s'exprime, parce que c'est le moment, tout simplement et il y a quelque chose que le corps va montrer, que le corps va expliquer. Dans notre cas, bon, ben, nous, on était en rendez-vous avec son papa et puis, avec son papa, en fait, on se questionne, on travaille l'arbre familial et cetera, avec un thérapeute, hein, bien sûr, externe et puis là, la question, c'était de dire, mais, à son papa: «Mais raconte-moi ton grand-père, en fait. Raconte-moi un peu l'histoire de ton grand-père» et là, donc moi, j'étais en couple depuis des années et des années, hein, avec son papa, et puis là, d'un coup, il me raconte une histoire. L'histoire que, j'avais jamais entendu parler de ma vie et pourtant ça faisait déjà 3 ans qu'on travaillait dans la maladie génétique de notre fils et il dit: «Ah bah oui, c'est vrai que, mon grand-père, je l'ai pas connu, mais il paraît qu'il a eu un accident, super grave, dans les années 50 et il a souffert toute sa vie, il a fini boiteux» et là, je dis: «Ah, il a fini boiteux» et le plus gros symptôme de mon fils, c'est qu'il va boiter. Et donc en fait, l'histoire, elle était juste incroyable parce qu'elle est sortie là comme ça, c'était le moment, alors que ça faisait des années qu'on travaillait justement, ça faisait déjà 3 ans qu'on travaillait sur sa maladie génétique, on explorait un petit peu le pourquoi, le comment, les suivis et cetera
Et en fait, ce qui est ressorti, c'est que mon fils, lui, il est en connexion transgénérationnelle avec cet ancêtre. C'est là où on voit que souvent, on a un ancêtre référent, peut-être 2, qu'on retrouve dans son histoire, et que, bah, mon fils, en réparation, c'est lui qui crée le symptôme parce que justement, c'est cet arrière-grand-père, pour lui, il a souffert, il a fini bancal et ben, mon fils, il a trouvé ça comme moyen d'adaptation dans sa vie à lui, pour son corps à lui et il est tout de suite devenu bancal. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il paraît que le placenta comme ça, c'est justement une mutation dans le corps, hein, le placenta. Avant, ça n'existait pas et à un moment donné, il y a un virus qui a muté, qui fait que la femme a gardé le placenta et vous voyez, un moyen d'adaptation, ça peut durer, bah, sur des ères entières, en fait. On est toujours, nous, avec ce placenta. Donc ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on a travaillé à libérer l'histoire de cet arrière-grand-père. On a fait un acte symbolique, donc c'est souvent comme ça qu'on peut travailler quand on est, vraiment ciblé à une situation. On a refait des suivis avec le médecin chirurgien qui suivait mon fils et on a refait un suivi quand il avait 5 ans et le médecin à ce moment-là m'a dit, «Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'écart, il est quasiment résorbé. Là, on est à 1 centimètre. En fait, voilà, on se revoit quand il aura 8 ans. On fera un contrôle à 8 ans, mais pour l'instant, on se lance pas dans toutes les démarches qu'on devait, entamer à partir de 5 ans avec des calculs de croissance, avec, des courbes exponentielles, des suivis kinés, des semelles, des trucs, des machins. Donc voilà, donc maintenant, il a eu 6 ans, on est sur ce suivi-là et c'était juste incroyable en fait parce qu'en ayant réparé l'histoire de son arrière-grand-père et bien le corps de mon fils a continué, juste d'être comme il était, sans accentuer en fait l'écart qui était, dans les pronostics engagés. Donc le maladie. C'est-à-dire que cette histoire du grand-père, du coup pour lui l'arrière-grand-père qui n'avait pas été digéré, qui s'est cristallisé dans le corps, qui fait que, bah, derrière, il y a un code génétique, épigénétique de moyens d'adaptation et de continuité en fait avec, cette façon d'avoir dû s'adapter. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais? OK. OK. Donc ça, c'est vraiment juste déjà, de base sur des situations là pour le coup, quand même assez profondes. Une autre situation que j'aime bien raconter, c'est une situation qui m'est arrivée à moi il y a pas très longtemps. Plus simple, ouais. C'était un live, que je devais dispenser moi il y a une année. Je m'étais engagée dans une école, pour dispenser un live, justement sur le karmique. Cette fois, c'était sur du karmique, donc tout ce qui est incarnation et cetera et je savais pas quoi dire et en fait, ce live, je me suis pris la tête comme ça pendant, 3 semaines en me disant: «Qu'est-ce que je vais dire?» alors j'étais pas stressée, mais juste, je sais pas quoi dire à ce live et 2 jours avant le live, un mardi matin, j'avais bloqué mon agenda en me disant: «Bon allez, je me bloque, je fais ma présentation, ça va bien sortir comme ça va sortir, je m'en occupe». Et puis c'était fait, voilà, à midi, j'avais terminé ma présentation, j'étais contente. C'est bon, je sais quoi dire, j'ai ma présentation, j'ai mon truc. Et bien à partir de l'après-midi, j'ai commencé à perdre ma voix. Et j'ai perdu ma voix comme ça pendant 3 jours. Donc j'ai fait mon live dans laissez tomber, le live, il a eu aucune qualité bien sûr parce que j'étais juste en train d'essayer de m'exprimer, mais je n'y arrivais pas, j'avais plus de voix. Et en fait, c'était drôle parce qu'on va en reparler juste après, c'est qu'il y a des phases dans la maladie. Là, dans ces cas-là, quand, j'ai perdu ma voix, c'est une phase de réparation, c'est une inflammation. On va en reparler juste après. Ce qui fait qu'en fait, tout le temps où je me disais: «Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire?» j'avais une espèce de stress qui attaquait mes cordes vocales mais là, ça fait pas mal. Parce qu'on est en train de gérer la situation avec le stress qui nous tient bon, en fait, hein. Comme quand on a besoin de courir se mettre à l'abri, eh bien, dans l'urgence vitale, en fait, on a la capacité, on a la force, on a l'opportunité de tenir le coup. On fonctionne comme ça, on est toujours en mode survie. Ça, c'est notre cerveau et une fois que le stress est passé, eh bien là, on peut réparer et on va revoir ça tout à l'heure justement dans la présentation. C'est quand on répare qu'on a nos maladies inflammatoires. Donc moi, la maladie inflammatoire qui était géniale, ben, j'ai inflammé toutes mes cordes vocales. Donc j'ai réparé mon stress. Mais c'était pas évident de faire le live sans les cordes vocales. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'il y a la phase de stress quand on est malade, il y a la phase, justement de gestion, d'adaptation et il y a pourquoi pas la phase de réparation inflammatoire. Donc, ce qui est intéressant avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en général, on n'aime pas être malade.
Et c'est normal, personne aime avoir mal, personne aime souffrir, personne aime avoir une problématique et avoir un suivi médical. Mais parfois c'est nécessaire, typiquement quand c'est une maladie inflammatoire. Je sors de là, les maladies de cancer et cetera, dans cette théorie-là, c'est encore autre chose. Mais dans ces maladies inflammatoires, ben, dites-vous à partir d'aujourd'hui que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous venez de régler quelque chose, vous êtes en train de réparer une situation émotionnelle et pour à mon histoire des cordes vocales. Et les maladies inflammatoires, on les retrouve assez facilement après avec quelques moyens techniques, je vous dirai tout à l'heure. Et vous pouvez aussi, analyser ça pour vos enfants, pour vos amis, pour les conjoints, les maris, peu importe, les parents. Quand c'est une maladie inflammatoire, dites-vous toujours finalement: «Bah, tiens, on peut changer de regard en disant: "Ah, bah, c'est une bonne nouvelle, tu viens de régler quelque chose"». Alors, quand on est est-ce que je suis pas passée un peu vite? Non, voilà. Ah oui, si, ça, c'est important parce que ça revient avec ce que j'ai dit juste avant. C'est que la maladie, c'est censé être donc une solution temporaire. Et ça, c'est important par rapport aux phases de cancer, typiquement. Les phases de cancer, on sait bien qu'elles sont dévastatrices jusqu'à un certain point, parce que le corps, il doit trouver une autre solution tant qu'il a pas trouvé une meilleure solution que celle-ci. Dans tous les cas, un moyen d'adaptation, c'est temporaire. Quand c'est sur des maladies héréditaires, c'est là où c'est intéressant, c'est que la temporalité, dans l'espace-temps, dans l'univers, dans l'inconscient, ça a pas du tout la même temporalité que notre besoin à nous, petits humains, qui avons besoin de dormir 8 heures par nuit et qui avons une année à 365 jours. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que le temporaire, il peut aller, de génération en génération. Tant que c'est nécessaire, par exemple, dans l'histoire paternelle de mon fils, d'avoir directement la jambe coupée, on va dire, et bien, ça peut continuer comme ça de génération en génération. Et on le voit, hein, typiquement ça, avec les maladies, là on est beaucoup de femmes, hein, à cette conférence. Les maladies qu'on connaît bien, c'est typiquement le cancer du sein. Le cancer du sein, on en parle beaucoup aujourd'hui avec le gène. On parle beaucoup de ça, hein, du gène qui peut être héréditaire et cetera, parce qu'il y a ce point de vue médical bien sûr, mais peut-être aussi qu'on peut explorer, c'est quoi l'origine émotionnelle, au départ, qui fait que toutes les femmes ensuite, en résonance, vont développer aussi un excès de cellules dans le sein? À quel besoin ça vient répondre au départ? Et pourquoi est-ce que c'est une solution qui est trouvée en permanence par le corps pour toutes ces femmes dans les générations suivantes? Et c'est là où le temporaire, il peut être un petit peu long. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Ça va? OK. Alors, pour qu'il y ait une maladie, je vous ai dit avant ce mot, on doit avoir ce qu'on appelle un choc. Parce que, heureusement pour nous, on traverse des émotions tout le temps, on est rempli d'émotions, on est là pour traverser de toute façon plein d'épreuves, plein de tests de la vie. C'est jamais tout beau, tout rose et on sera jamais Bouddha, voilà. On est là aussi toujours en étant face à des expériences qui sont pas sympas, qui sont douloureuses, parce qu'on en tire quelque chose. Donc ça, c'est déjà une sorte, peut-être d'introspection que vous pouvez vous faire et moi je traverse aussi souvent, hein, des phases qui sont pas faciles. C'est de dire: «OK, là, j c'est un truc que je dois traverser, que je dois vivre, qui est peut-être horrible en ce moment. Juste j'en prends note et ça va m'amener quelque part». Quand on est dedans, on n'a pas envie, hein. Soyons sincères avec nous-mêmes, mais voilà, des fois c'est sympa de l'entendre un peu en décalé. Hem, pour qu'il y ait du coup une réaction, c'est qu'au départ, effectivement, il y a un choc. Il y a quelque chose un petit peu plus, violent que juste, «Mince, j'avais envie de manger des pâtes ce soir et puis j'ai plus de pâtes» et voilà, ça on va se dire que là, quand même, le corps, il va pas chercher forcément un moyen d'adaptation, parce qu'il y a des conditions spécifiques dans la biologie pour qu'il y ait un choc. J'en profite aussi pour le dire, cette histoire de choc biologique, de relation avec la maladie, ça vient à la base, du docteur, Hammer qui était, du coup, dans les années 80, en train de travailler en service, à passer des PET scans, à travailler avec, le service de cancérologie et cetera en Allemagne. Et en fait, il s'est aperçu, que c'était étrange que lui-même faisait un cancer des testicules et sa femme un cancer des ovaires 6 mois après la mort de leur fils, qui avait 19 ans. Et en fait, c'est de là qu'est né le mouvement et c'est de là qu'a été compris ce que c'était un choc biologique, qu'on va voir maintenant avec les conditions et les phases de la maladie. Parce qu'à ce moment-là, il s'est dit: «Tiens, c'est quand même bizarre que moi, un cancer des testicules, les testicules, c'est quand même ce qui sert à procréer et puis les ovaires de ma femme qui servent à procréer et que tous les 2, 6 mois après la mort de notre fils, on développe un cancer à cet endroit-là». Et en fait, c'est là qu'il a passé au PET scan, les 200 patients,
qu'il avait, entre guillemets «sous la main» à ce moment-là et il a fait, ce qu'on appelle, les travaux, des foyers de Hammer, ça s'appelle comme ça, si un jour vous voulez chercher sur internet, où il s'est rendu compte qu'en fait, on avait des zones dans le cerveau qu'on va voir juste après et que, chaque zone était en corrélation avec certains organes. Et justement, typiquement, il a vu que, bah, tiens, tous ceux qui avaient, un je vous dis n'importe quoi là pour le coup, hein, mais dans l'idée, tous ceux qui avaient un cancer des reins, allumaient la même zone du foyer, que tous ceux qui avaient le cancer du l'utérus allumaient une autre zone du foyer, mais tous allumaient la même et cetera et cetera et ça, il l'a vu au PET scan. Donc de là, en fait, est né, le décodage biologique avec, une certaine controverse à ce moment-là. Parce que dans les années 80 en plus, le docteur Hammer, il n'était pas thérapeute, donc il y a eu pas mal de controverses aussi par rapport à sa méthode. Mais de là sont nés tous les travaux aussi qui ont été repris et qui ont été à l'initiation, de comprendre c'est quoi un choc biologique et comment le corps, il adapte ça avec le tableau de commande du cerveau. Donc le choc biologique, on y arrive. Il nous faut 4 conditions qui se sont du coup, expérimentés à chaque fois justement par le biais de cette thèse, de décodage biologique. Il nous faut 4 conditions pour qu'on estime un choc être un choc. Émotionnel, biologique, après on appelle ça comme on veut. Les 4 conditions, vous les voyez donc à l'écran, c'est déjà que ce soit intense, qu'on vive quelque chose d'intense, pas juste, «J'ai pas de pâtes ce soir, ah mince, je suis énervé». Non, quelque chose quand même, qui est lourd et qui est violent pour nous, hein. Ensuite, que ce soit imprévu. Donc je me suis pas organisée à l'avance, j'ai pas vu venir le truc, ou alors bon, bah, je m'étais quand même préparée psychologiquement, mais là, ça me tombe comme ça d'un coup, imprévu. Je vais vous donner après un petit exemple tout simple pour que vous puissiez, le matérialiser. Que ce soit vécu dans l'isolement, dans la solitude et puis que ce soit sans solution. Donc ça, c'est important, c'est que ces 4 conditions, quand elles sont réunies et ben, c'est le corps justement, vu qu'il y a pas de solution, c'est le corps qui trouve le moyen d'agir en interne et tout simplement pourquoi? Bah, déjà de un, sincèrement, pour sauver un peu le cerveau. Parce que si le cerveau, il est tout le temps en surstress, eh bien, on va faire un AVC tous les 3 jours, en fait. On va jamais s'en remettre. Donc c'est le corps qui agit pour permettre au cerveau, un peu comme une cocotte minute, hein, de vider une certaine pression pour que lui, il continue de survivre. Parce que c'est l'objectif numéro un du cerveau, c'est la survie. L'objectif numéro 2, c'est la pérennité de l'espèce, donc la reproduction. Mais on fonctionne avec ces codes. On fonctionne avec la survie et ensuite la pérennité de l'espèce. Un exemple tout bête. Imaginez, on se promène dans la forêt, il fait beau, il fait chaud, on est content, ou il fait froid, on est content aussi, peu importe. Tout va bien. Et là, d'un coup, on entend un chien qui arrive et qui aboie super fort. Donc là, on peut être dans ce choc. C'est intense, ouah, ça fait peur, c'est imprévu, punaise, j'ai pas prévu le truc, je suis pas à l'abri, il y a personne autour, comment je me protège? J'ai pas de solution à part courir et il y a personne pour m'aider, il y a personne pour arrêter le chien. Donc là, bah, en général d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Ben, possiblement, on va courir très vite, très vite, très vite, très vite, plus que quand on veut se lever pour faire un footing qu'on va annuler, 3 fois de suite, parce que là, on a la capacité, on a la force d'agir pour aller justement survivre. Pérennité. Le cerveau qui se met dans la survie, il a besoin de survivre. Vous le voyez d'ailleurs en parallèle, hein, si vous traversez la rue et qu'il y a une voiture qui arrive, vous l'avez même pas vue, vous avez déjà reculé, hein. Le cerveau, il agit déjà à votre place et le corps, il agit avant que vous ayez même vu ce qui se passe. Et bien donc pour, faire sens avec ça, dans l'histoire du chien dans la forêt, bah, on va se mettre à l'abri, on va se mettre à l'abri et là, en fait, on va développer une espèce de surpuissance pour gérer le stress et ça, c'est important. Ça, c'est justement les phases de la maladie les plus, intenses. C'est quand on est dans cette phase de stress intense et qu'on n'a pas d'autre solution que de continuer à gérer ça de manière temporaire, normalement. Donc ce qui compte de ça déjà, c'est ne serait-ce que n'importe quelle thérapie. Quand on est en train de vivre une situation qui est intense, qui est imprévue, où j'ai pas d'autre solution que d'encaisser le truc, n'importe quelle thérapie, elle va avoir cet objectif justement de ne pas le vivre dans l'isolement. Quand on est accompagné par la bonne personne, quand on se sent soutenu. Donc ça déjà, on va dire que c'est un objectif commun de toutes les thérapies. C'est plutôt sympa aussi, je trouve, de le dire parce que parfois on se dit: «Ah oui, mais tiens, le psychologue ou le psychiatre ou le thérapeute ou l'énergéticien ou ceci ou cela, je sais pas». Bah, déjà à partir du moment où en fait on décroche, ce truc de se dire: «Je vis mon problème dans la solitude», dans tous les cas, toutes les thérapies, elles vont avoir cet objectif commun. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis
Aussi quand on est entouré, quand on a, une famille qui peut nous soutenir, quand on a peut-être un ami ou une amie ou un mari, peu importe, eh bien, à partir du moment où on a une oreille bienveillante face à nous, avec de l'empathie, eh bien là, même si la personne elle a pas de solution pour nous, parce que peut-être qu'on est en train de vivre un drame, peut-être par exemple on est en train de traverser un deuil qui est juste énorme et clairement il y a pas de solution. Mais on a juste cette sensation d'être entendu, cette sensation comme un petit enfant en fait, hein, qui est super triste et qui a besoin en fait d'une caresse en disant: Ça va aller, je suis là pour toi, regarde-moi, je suis là». Voilà, bah, c'est en fait ce qu'il nous faut pour sortir de cette troisième condition de l'isolement. Et ça, c'est plutôt chouette aussi à entendre, je trouve, heu, pour, heu, pour soi et pour, ses proches. C'est-à-dire que si vous-même, en fait, hein, vous êtes confronté à un proche, à un enfant, un parent qui vit une situation traumatisante, bah, dites-vous ça. À partir du moment où vous allez, avoir cette main sur l'épaule en disant: «C'est clair, c'est horrible ce que tu vis. Je le ressens tellement pour toi, je suis tellement triste pour toi». Et bien déjà là, la personne, elle le vivra pas dans l'isolement et elle va pas cristalliser l'énergie dans son corps. OK. Et là, on reparle un petit peu d'énergie du coup, parce que justement, c'est ça le choc. C'est que quand il est cristallisé dans un endroit, parce que le cerveau, il se dit: «Tiens, tiens, tiens, je suis menacé dans mon territoire, grosse frayeur, c'est le gros danger dans mon territoire». Dans le cerveau, ça c'est la vessie. Hop, infection urinaire, tac et ça va attaquer les infections urinaires. Et bien, si finalement j'ai pu exprimer que je me sentais agressée dans mon territoire, que peut-être je me sens pas chez moi dans ma maison, que peut-être, je me sens avec des intrus, peut-être que j'ai pas ma place dans ce foyer, peu importe, hein, je vous donne des codes qui sont vrais, mais qui sont abstraits peut-être pour vous. Et bien à ce moment-là, le corps, il a pas besoin de s'adapter parce que c'est exprimé et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc là, c'est exprimé, ça a pas besoin d'être adapté avec les organes en corrélation. OK? Ça va pour tout le monde? OK. Ce qui est intéressant de ça, est-ce que j'en parle déjà là ou pas? Je sais plus. Mmh, non, je vous fais d'abord une aparté avant de vous parler de cette slide. Ce qui est intéressant de ça, c'est un choc, OK, très bien, mais qu'est-ce que je ressens d'un choc? Parce que, bah, typiquement, si là on faisait un tour de parole et on va pas le faire parce que sinon on va y perdre, pour le coup encore du temps. Hem, Si je vous posais la question à vous tous, imaginez que vous êtes dans la forêt et qu'il y a le chien qui arrive. Eh bien, il y a des chances que déjà, un tiers me dise: «Bah, j'ai peur de mourir». Un autre tiers me dise: «Bah, moi je l'attaque». Un autre tiers peut-être me dise: «Eh ben, je suis immobile, je suis paralysée, je sais plus quoi faire». Et là, on voit bien qu'en fait déjà on a des réactions différentes. Dans une même situation, on a des réactions différentes. Et ce qui compte, c'est parce que ça vient rappeler une histoire, parce que ça vient réveiller une blessure qui est déjà là. Et c'est ça qui est important quand on vit un choc et quand on ressent, c'est qu'on ressent une émotion qui est associée, qui va se cristalliser dans le corps quand elle est vécue toute seule. Et on la ressent. Ça veut dire qu'en fait, si ça se cristallise dans le corps, si le corps il a besoin de trouver ce moyen d'adaptation-là, c'est qu'en fait, ça a déjà existé. Parce que c'est ressenti. Ça veut dire que j'ai déjà senti ça. Et c'est de là qu'on voit que souvent, on a ce qu'on appelle un programme. On a ce qu'on appelle des programmes qui nous viennent de l'enfance, du transgénérationnel, de l'adolescence. C'est assez rare à passer les 15 ans, c'est quand même assez rare qu'on crée un programme. En général, ça vient quand même jusqu'à l'adolescence. Le corps, il a encodé en disant: «Tiens, tiens, 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 la prochaine fois que tu vas ressentir cette situation, moi, je me rappelle, j'avais cette émotion-là et puis moi, je sais, c'est cet organe-là et bam, je l'adapte tout de suite la prochaine fois que ça se passe». Et ça, c'est intéressant aussi à imaginer, j'aime bien, aussi dire ça, c'est que même, quand, finalement vous vous rendez compte que parfois vous allez peut-être blesser quelqu'un, inconsciemment, sans le faire exprès, vous allez peut-être dire quelque chose à quelqu'un et ça va peut-être lui faire mal et peut-être que le lendemain il est malade. Et là, en ayant cette notion-là, vous allez vous dire: «Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là» et puis peut-être que j'ai mal agi pour mes enfants, je les ai traumatisés, je leur ai fait des chocs et cetera, parce qu'on passe souvent par ces phases. Et ben non, au contraire, dites-vous que, quand, vous exprimez une situation à une personne et qu'elle, elle le vit mal, vous êtes juste en train d'appuyer sur l'interrupteur, en fait et le système électrique, il existe déjà. Quand là, vous allez allumer la lumière chez vous, vous êtes pas en train de monter tout le système électrique. Vous appuyez juste sur la lumière, c'est le bouton final. Donc c'est exactement ce qui se passe quand vous allez heurter quelqu'un inconsciemment et c'est ce qui se passe quand on vous heurte directement. Quand il y a une situation qui vous met en colère ou qui vous fait mal ou qui vous fait énormément de tristesse, ben maintenant avec cette conférence d'aujourd'hui, demandez-vous:
OK, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi à l'intérieur? Il est où ce système électrique-là et qu'est-ce que ça vient rallumer? OK? OK. Alors, une situation, pour venir sur cette slide ici, elle peut être réelle ou symbolique. Et ça, c'est intéressant aussi, hein. Quand on vit un choc, quand on vit une situation, le corps, lui, il n'a pas la notion de ce qui est vrai, ce qui est inventé, ce qui est imaginaire, ce qui a déjà existé ou ce qui va exister dans le futur. Pour lui, tout est là maintenant. Pour ça, vous pouvez déjà prendre conscience que, quand on fait pour ceux qui méditent peut-être, quand on fait une méditation et qu'on se projette dans un endroit où on se sent bien, on le ressent vraiment, cet endroit où on se sent bien. Parce qu'en fait, tout est là, toujours maintenant. Et donc, typiquement, il y a cet exemple mince, excusez-moi, il y a cet, exemple qui est là, c'est que c'est autant important pour le corps et pour justement cette projection, de mourir réellement de faim, que d'avoir peur de manquer de nourriture. Possiblement, si j'ai peur de manquer de nourriture, pour la petite parenthèse, c'est le foie. Si j'ai peur du manque, ça se stagne dans le foie, donc peut-être qu'en plus, dans ces cas-là, c'est une histoire qui a déjà existé dans ma famille. Peut-être que moi, mon foie, il fait déjà des réserves, du stock et cetera, c'est des kystes, parce qu'il va faire comme, l'ours qui va hiberner, il va garder des réserves et il va, rajouter peut-être même des cellules cancéreuses pour rajouter de la matière à l'intérieur, pour stocker pour la prochaine fois, parce qu'on a déjà manqué dans l'histoire familiale et que ça, c'est encodé dans les gènes. Alors que finalement, moi, j'ai jamais manqué de nourriture. Mais pour le corps, l'appréhension de manquer de nourriture, c'est la même chose parce que ça vient forcément de quelque part et que moi je me projette et que moi j'ai la symbolique de se dire: «Ah bah tiens, si j'ai plus de travail, si j'ai plus de travail, j'ai plus de salaire, si j'ai plus de salaire, j'ai plus d'argent, si j'ai plus d'argent, je peux pas me nourrir». Et en fait, on a un raccourci qui est très court, très simple et qui fonctionne, très bien vraiment pour le corps. C'est vraiment les peurs fondées de base et c'est là où on fonctionne beaucoup avec, l'archaïsme, hein, la survie, le vital, de quoi j'ai besoin pour vivre, bah, respirer, me nourrir, et cetera et cetera. Ça va pour tout le monde? OK. Donc ce qui est important et ça, c'est des choses qu'on peut des fois entendre, c'est: «Oh mais c'est pas si grave». Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vient en séance et ça m'arrivait très souvent, qui finalement, quand on creuse un petit peu, se met vraiment à pleurer, mais d'un gros chagrin, parce que peut-être enfant, il a jamais fait le deuil de sa grand-mère ou de son chien. Mais c'est pas si grave, parce que c'est normal de la grand-mère qui meurt, c'est normal de l'animal qui meurt. Ouais, mais peut-être que ça fait mal quand même et peut-être que ça a jamais été exprimé et que ça reste archivé dans le corps. Donc en fait, c'est important juste de ressentir le sens qu'on donne à une situation. Et qu'il y a pas de petit mal ou de grand mal, il y a surtout ce qu'on ressent dans le corps et le corps, lui, il sait. Lui, il sait là où ça fait, justement cette douleur et ce qui est important pour lui. Donc ce qui est important, c'est le sens qu'il donne à ce qui se passe et comment on le vit concrètement. Un exemple que j'aime bien donner aussi, c'est, là, on est des femmes, alors je prends l'exemple, d'une femme. C'est, l'image peut-être, du mari qui m'appelle et qui va me dire: Bah, écoute, je te quitte, j'ai trouvé quelqu'un, de plus jeune que toi et puis, déjà, au passage, ça fait longtemps que ça dure entre nous». Et là, c'est pareil, si on s'interroge toutes, on peut imaginer une certaine réaction qui va être différente d'une personne à l'autre. Peut-être que le sens que moi je vais donner, c'est de me dire: «Oh, je savais que j'étais vraiment de plus en plus, moche et je me sens encore plus moche maintenant» et là, je vais attaquer ma valeur personnelle, mon intégrité, en fait. Peut-être qu'au contraire, je vais me dire, «Bon débarras, parce que là franchement moi, les rapports sexuels forcés, j'en pouvais plus. Et ben, tant mieux qu'il aille voir ailleurs, je suis débarrassée». Et ben, OK. Donc là déjà, on avait un sens qui portait à la sexualité, à cette obligation un peu du devoir conjugal. Donc c'est intéressant déjà parce que sur la même situation, il y a déjà 2 éléments complètement différents. Peut-être qu'au contraire, c'est tellement dur à entendre, je veux plus jamais rien entendre de ma vie. Et là, du coup, je vais développer une surdité. Et donc tout ça, c'est intéressant, c'est que le corps, il va trouver ce moyen d'adaptation et surtout, c'est quel est le sens que j'ai donné à cet événement. Voilà ce qui compte, dans cette histoire de choc. Donc pareil, quand, on a quelqu'un qui vit un trauma, même si ça a l'air anodin, même si des fois peut-être on peut se dire, sans vouloir être de mauvais jugement: «Mais c'est pas si grave, il y a pire dans la vie». Bah, des fois, pour la personne, il y a pas pire en fait. Il y a pas pire parce que ça fait partie d'une blessure qui est là tellement profonde et qui peut-être vient en réveiller plein d'autres, bien entendu au passage, qui fait que pour cette personne, c'est un drame et il y a pas de petit drame à ce moment-là.
Alors, pour vous faire un petit résumé rapide de comment ça marche dans le cerveau, donc ça, c'est tous les travaux du docteur, Hammer. C'est, 4 zones. 4 zones qu'on a dans le cerveau qui vont, justement piloter un peu tout le système du corps. De dire: «OK, là, je vis ce stress-là, c'est dans cet organe, c'est dans cette partie-là du corps que ça va me concerner». Donc je vais vous donner un petit peu les notions comme ça pour que ça puisse résonner. Bien entendu, l'idée c'est pas que vous soyez des décodeurs ce soir, c'est juste d'avoir des petites, bases, des petites notions. Et puis après, c'est une première structure. Après bien sûr, il y a quand même des couches un petit peu plus profondes derrière pour aller décoder. Mais ça vous donne déjà quand même des petits réflexes qui sont assez intéressants. Donc on a 4 zones dans le cerveau. Donc il y a un tronc cérébral, un cervelet, la moelle du cerveau et un cortex. Le tronc cérébral, c'est le plus ancien, le cortex, c'est le plus récent. Pour ceux qui connaissent un petit peu, le cortex, c'est ce qu'on fait justement de plus mature quand on arrive à 6, 7 ans. C'est pour ça qu'on dit en général que les enfants, ils savent pas gérer leurs émotions, parce que cette zone du cerveau, elle n'est pas terminée en fait, hein, elle n'est pas mature. Et que bah, nous, on est les heureux parents d'enfants en pleine crise émotionnelle à certains moments de leur existence. Mais on passe tous par cette étape-là parce que le cortex, il est pas mûr et tant qu'il est pas mûr, on vit vraiment sur le plan archaïque et vous voyez bien, hein, un enfant qui est, en danger, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper, il va hurler, il va faire comme l'animal, il va se défendre, il va agresser en fait, avant de se laisser attaquer jusqu'à la mort, hein. Donc c'est là où on raisonne vraiment comme les animaux. Le tronc cérébral, lui, il nous vient vraiment c'est le plus petit derrière là, il est en dessous de l'occiput. Il nous vient sur, la première partie de notre évolution physique, de quand on était une petite bactérie dans l'eau et de là, en fait, on a gardé des réflexes, de type, bah, justement, c'est vital pour moi de me reproduire. C'est vital pour moi de respirer. Quand je suis une microcellule au départ, bah, je dois respirer, sinon je meurs et c'est là où on a gardé ces codes-là, en fait, des organes vitaux et les conflits. Donc ça, c'est intéressant. C'est que ces 4 zones, ce qui a été donc répertorié, c'est qu'elles vont gérer 4 types de conflits et donc on a associé 4 types de chocs avec des ressentis profonds. Donc de là, bien sûr, peuvent découler un tas d'émotions, on est d'accord, hein? Mais 4 types comme ça de zones, de ressentis profonds et de parties qui se sentent attaquées. Donc dans le tronc cérébral, vous le voyez à l'écran, c'est tout ce qui est donc vital, j'ai peur de mourir. Quand on travaille comme ça, par exemple, avec les poumons, c'est vital, c'est la vie, c'est la mort, c'est la liberté. Donc, quelqu'un qui a une maladie dans les poumons, c'est la première chose qu'on va aller travailler, c'est quel est cet aspect vital qui fait que je suis entre la vie et entre la mort. Et peut-être que c'est une histoire familiale. Les poumons, je le retrouve souvent d'ailleurs dans la guerre, parce qu'on a hérité quand même de beaucoup de mémoires de guerre, hein. Il y a certaines personnes ici à qui ça va rappeler peut-être des séances. On a travaillé sur pas mal de choses et possiblement, en fait, on peut avoir encodé dans nos poumons, des problèmes de respiration. Ça peut être, un lien, qui fonctionne, dans la biologie, en adaptation avec ceux qui, ont été peut-être gazés, par exemple, ou qui sont morts au combat ou qui n'ont pas pu vivre aussi parce que, une autre histoire, enfin bref. Donc ça, c'est la notion de la vie ou de la mort. Mais en même temps, quand c'est vital, ça touche beaucoup à la nourriture. Comment je m'alimente? En quoi c'est vital pour moi de me nourrir et d'avaler? Et là, on peut imaginer, l'oisillon. L'oisillon qui avale la béquille, hein, de sa maman. C'est vital déjà qu'elle me donne à manger et surtout, c'est vital qu'elle le recrache pas, enfin qu'elle le reprenne pas, je veux dire, parce que moi, je veux l'avaler. Et donc toute cette partie en fait, du nez, de la bouche, de la gorge, de l'œsophage jusqu'à l'estomac, tout ça, ça va gérer la partie, organisée par le tronc cérébral sur cette notion de vital. Mais l'alimentation, vous avez compris, elle peut être réelle ou symbolique. Donc c'est aussi vital pour moi de ressentir l'amour de maman, sinon je meurs. Et de là, on a souvent des grosses bases de travail, en transgénérationnel ou en décodage, quand on a ressenti peut-être avoir manqué, de l'amour de maman. Et c'est exactement comme si on n'avait pas eu de nourriture alimentaire. Symboliquement parlant, pour le corps, c'est la même chose. Ensuite, on a le cervelet. Le cervelet, lui, il va gérer, tout ce qui va oh, j'ai il me manque un petit T. Tout ce qui va être en lien avec, le contact. Donc là, ça s'est d'ailleurs développé, hein, dans notre, évolution à partir du moment où on a été en contact, avec la procréation, avec, peut-être d'autres humains et cetera. Et ben, c'est exactement ça, c'est, je dois survivre, ça c'est vital, mais surtout,
je dois être respectée dans mon intégrité et donc on va retrouver ici toutes les mémoires aussi d'agression. Donc il y a plein de codes après qui existent, hein, que moi j'utilise quand je décode et puis les 2 autres décodeurs bien sûr, parce qu'heureusement je suis pas sur terre, toute seule à faire ça, et qui nous permettent en fait, de déceler quand c'est cette zone-là qui est touchée, qui est, concernée, parce que c'est une mémoire de souillure et d'intégrité et on retrouve souvent ça dans l'histoire familiale. La moelle du cerveau, elle, elle va gérer tout ce qui est dévalorisation, tout ce qui est, puissance ou impuissance. La dévalorisation, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tout le temps, quand on a eu une éducation autoritaire, quand on nous a pas dit, «Je t'aime», ou «Tu es super» ou «Je t'encourage» parce que, bah, c'était pas des éducations, en fait, hein, qui étaient, portées là-dessus. Nous, maintenant, beaucoup plus, bien entendu, mais avant, c'était pas commun, c'était pas habituel. Sauf que du coup, quand on dit pas à un enfant, «Je t'aime, tu es super» avec un contact, l'enfant le ressent pas. Donc souvent, il se sent, inutile, il se sent, effacé, il se sent, bah, pour le coup, sans valeur. Et ça, on le retrouve beaucoup après dans les conflits médicaux, biologiques. On le retrouve beaucoup dans les os, quand on va faire de l'arthrite, quand on va faire, des fêlures, quand on va casser un os, tout ce qui est en lien avec l'os qui s'effrite, ça va travailler sur la structure, la valeur, les dents aussi. Les dents, c'est le la structure la plus solide qu'on a dans notre corps, c'est l'os et les dents. Donc si finalement je ressens n'avoir aucune valeur, et ben, inconsciemment, je vais même attaquer ce qui est le plus solide à l'intérieur de moi, donc l'os et les dents. Donc quand vous connaissez des grands-parents ou quand vous connaissez même des jeunes personnes, hein, qui ont de l'arthrose, de l'arthrite, bah, déjà vous savez qu'il y a besoin d'aller reprendre sa valeur et c'est pas évident, hein, c'est pas évident à reprendre, ça c'est un grand travail, mais déjà ça donne une notion intéressante et puis après il y a ce truc de: «Je suis capable» ou «Je suis pas capable». Je suis assez puissant ou impuissant? Et là, on va retrouver tout ce qui est musculaire en général, tout ce qui va être, en lien avec des douleurs musculaires. On retrouve beaucoup aujourd'hui dans les on-dit, le mal du siècle, du poids sur les épaules, hein, en disant: «J'en ai trop» et cetera, et ben, il y a ça, mais il y a en plus cette notion de, il y a le soutien que je donne ou que je donne pas assez. Donc ça, c'est des notions qui sont, un petit peu plus spécifiques encore, en décodage. Et à nouveau, hein, si, je suis concernée par ça en disant: «Bah, tiens, j'ai mal à l'épaule» et finalement, maintenant qu'elle me dit ça, c'est vrai que, je me sens impuissant ou impuissante à donner le bon soutien qu'on attend de moi. Peut-être c'est mon ressenti actuel dans une certaine situation où, j'ai l'impression peut-être de pas être la bonne mère pour mes enfants ou peu importe. Et bien, c'est un ressenti. Ça veut dire que si je le traverse là, il y a quelque chose qui le déclenche, et bien, ça a existé il y a déjà très longtemps. Donc à quel moment, peut-être quand je suis enfant ou alors dans l'histoire familiale, il y a quelqu'un qui est senti tellement impuissant qui fait que derrière, bah, le corps, il continue en fait d'avoir ce programme et d'avoir ce système-là, fonctionnel. Et puis ensuite le cortex, donc ça c'est la dernière zone, hein, qui gère, la partie, plus moderne et qui gère en fait toute la partie sociale, territoriale. C'est là où justement on crée une société en fait, hein. Donc en quoi c'est important pour moi de me sentir à l'aise dans un contexte social? Typiquement, quand on travaille par exemple sur des bronchites, ça va être, je me sens menacée, dans un contexte social, c'est-à-dire que je me sens attaquée dans mon territoire dans un contexte social et cetera. Je vous parlais de la vessie tout à l'heure, ça peut être aussi, des choses toutes simples comme, comme la peau. Comme la peau, je me sens séparée d'un contact et cetera et cetera. Alors, une fois qu'on a réussi à identifier déjà, grâce au code, hein, comme ça biologique, grâce au fait qu'on a compris que le corps, il a son dictionnaire, il a son lexique et que le cerveau, lui, justement, il trouve, une solution en interne pour gérer ça. Et bien, déjà quand on commence à y mettre du sens, et ça, on le retrouve beaucoup déjà, ne serait-ce que dans le transgénérationnel, c'est de dire: «Tiens, OK, maintenant je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça depuis que je suis enfant». Il y avait peut-être, ce qu'on appelle une loyauté familiale. Peut-être que dans mon histoire, et ben, toutes les femmes, elles doivent être sacrifiées. Alors, bah, moi, j'arrive pas à être libre de moi-même parce que c'est un code familial et que si je trahis ça, et ben, je me sens plus, faire partie de ce clan et ça, c'est pas vital pour moi, mais presque.
C'est vital, en fait, en général. Donc voilà, il y a des codes comme ça qui nous permettent de mettre du sens et d'avoir une certaine, compréhension. Quand on commence aussi à ajouter l'aspect psychogénéalogie de ça, on va ajouter aussi, c'est quoi, la vibration de mon prénom? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis à quelle date je suis née? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est né à cette date-là? Donc là, on peut y chercher aussi des informations, logiques et visuelles dans une histoire familiale, dans un arbre généalogique. Moi, en général, je j'associe, en fait, l'aspect généalogique de base, c'est-à-dire qu'on va déjà aller voir, OK, comment je m'appelle, quand est-ce que je suis née, quand est-ce que je suis conçue et cetera. Donc là, on fait pas mal déjà de données et puis, possiblement, c'est quoi mon métier? Ça va souvent répondre à quelque chose, du genre, par exemple, une famille d'agriculteurs, il y a quelqu'un ici qui se reconnaîtra. Une famille d'agriculteurs et ben, possiblement, on peut imaginer que dans l'histoire familiale, on a manqué de nourriture. On a tellement manqué de nourriture qu'en fait, on est obligé de travailler la terre pour être vraiment au plus près de cette nourriture. Donc si moi derrière j'ai un problème de foie, je vais pas chercher plus loin, je vais déjà aller travailler sur cette histoire de manque de nourriture dans la famille. Ce qui fait qu'en fait, on peut associer pas mal de codes, entre ce qu'on vit, ce qu'on manifeste et aussi ce que le corps a pu exprimer grâce à ces moyens d'adaptation. J'en profite aussi pour préciser ça, c'est que, vous connaissez la théorie de l'iceberg, on voit, le dessus de l'iceberg, mais en fait, vous voyez qu'en dessous, il y a toujours une montagne qui est juste énorme. Et ben, ça, c'est vraiment ce qui se passe dans notre vie, c'est que au dessus c'est le conscient, c'est 10 et tout le reste, c'est 90. Donc tout ce qu'on vit, de manière générale, c'est 90 de notre inconscient. Donc en fait, on contrôle pas grand-chose. Même quand on essaye, on contrôle pas grand-chose. On est juste là pour traverser les vagues et pour le coup, à chaque fois tirer une leçon, évoluer quelque chose. Pourquoi pas guérir au passage, un ancêtre qui a mal vécu une certaine situation, qui a besoin d'être entendu. Guérir aussi peut-être soi-même en tant que petit enfant dans une certaine blessure et avancer comme ça vers justement cette libération. Donc justement, quand on arrive là, c'est intéressant de comprendre de quoi je dois guérir. Donc guérir, c'est un mot médical, hein, c'est un mot, effectivement qui est assez fort. Heu, on peut plutôt parler même de se libérer, hein, se libérer d'un poids, se libérer d'une émotion ou en tout cas se défaire d'une adaptation. Et là, vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle les phases de la maladie, de quoi je dois guérir. Ça peut être une maladie, on a tourné déjà la conférence, autour de ça depuis tout à l'heure, mais ça peut être une situation de vie ou ça peut être juste une émotion en fait, hein. Une émotion qui fait que je sais pas pourquoi, mais je suis toujours en colère. Je suis pas malade, hein, mais je suis en colère. Donc c'est la même chose, c'est le même principe. Ça peut être une situation, dire: «Bah tiens, je comprends pas pourquoi, mais j'attire toujours un homme marié». C'est une situation de vie. Ou alors je suis toujours abandonnée. Dès que je m'attache à quelqu'un, je suis abandonnée. Donc c'est la même chose en fait, hein, finalement, on va mettre ça dans le sac de la maladie. Et donc, déjà, on va déceler, est-ce qu'on est en phase active du conflit? Quand on est en phase active du conflit, on va donc chercher ce moyen d'adaptation et on va surproduire d'ailleurs le cortisol qui est très mauvais sur le long terme parce que normalement, on doit s'adapter sur du court terme. Donc il est très mauvais, bien sûr, le cortisol, il va avoir d'autres effets néfastes. Il a le côté positif de nous tenir en adrénaline et comme je vous disais tout à l'heure, bah, là, on a une force, surhumaine pour courir dans la forêt et aller se mettre à l'abri le temps que ce soit nécessaire. On cherche une énergie, on ne sait pas où, mais elle fonctionne. Donc ça, c'est quand on est en phase active de conflit. En phase active de conflit, on a très peu de maladies. On a les cancers, on a, donc cancer, c'est vraiment tumeur bénigne maligne, donc tout ce qui va être, excès de cellules, en fait, hein. Ça, c'est, dans les phases actives de conflit. On va avoir, les migraines en étau, celles qui serrent, qui compriment, on peut rien faire d'autre. Ça, c'est, une phase, active de stress. Et voilà, quelques petites subtilités, quelques types encore de réactions, mais c'est à peu près tout. Quelques-unes quand même, mais bon, on va pas toutes les détailler. Mais globalement, c'est peu, c'est-à-dire que, finalement, la plupart de nos symptômes, vous allez le voir, c'est dans la phase d'après, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la phase de réparation et la phase de réparation, c'est toujours en 2 temps. La première chose, c'est je répare par une inflammation, par un œdème qu'on ne voit pas forcément ou qu'on voit. Il y a un bleu, par exemple, hein, quand je me cogne, j'ai un bleu. Bah, il y a le corps qui répare les tissus qui ont été abîmés par le choc. Bah, c'est exactement ce qui se passe dans nos émotions. Vous le voyez même quand on s'est coupé, qu'on a une plaie ouverte, eh bien, ça va saigner. D'ailleurs, en général, il y a quelques petites secondes avant que ça saigne, hein. C'est la phase, active. Ça rentre en phase de réparation à partir du moment où ça s'inflamme. Ça devient un petit peu plus rouge, un petit peu plus gonflé et là, le corps, il va recréer une croûte. Il va recréer une nouvelle peau et en fait, il passe d'abord par une phase inflammatoire.
C'est comme, ce que j'ai mis à l'écran, j'aime bien cette image de chantier, en fait. Ils rentrent en chantier pour aller réparer les tissus qui ont été abîmés et là, on le voit même avec un exemple tout simple, hein, quand on va faire du sport, on aura des courbatures 2 jours après. Parce que justement, on répare, les muscles qui ont été, abîmés pendant la séance de sport. Donc quand on a mal quelque part, quand on a mal de manière inflammatoire et c'est là où je vous dis, il y a du coup tout un panel de maladies. Ça va être tout ce qui finit en "ite", c'est une maladie inflammatoire. Ça va être, les rhinites, les dermatites, ça va être, alors l'eczéma pour le coup, c'en est une aussi, c'est pas en "ite", mais toutes ces phases-là, ça va être de l'asthme, ça va être de la bronchite, ça va être une tendinite, tout ça, tout ça, tout ça, c'est des phases de réparation. Mais ce qui est important, c'est que, si ça existe là, c'est qu'il y a quelque chose qui a déclenché. Donc déjà, on peut prendre cette conscience de se dire: «OK, là, j'ai une grosse sinusite, qu'est-ce que je viens de régler?» Peut-être que c'est facile, peut-être que c'est pas facile, parce qu'après pour soi-même, des fois, c'est pas évident. Qu'est-ce que j'ai réglé? Si je me lève le matin malade, c'est quoi que j'ai réglé hier qui n'est plus un problème pour moi ce matin? Que mon corps, il est en train de réparer, de reconstruire. Donc ça, c'est intéressant à prendre conscience et derrière, c'est toujours de se dire: «Mais quand c'est chronique, quand ça revient, ça veut dire que possiblement le corps, il essaye toujours de trouver un moyen d'adaptation, mais on n'a peut-être pas pointé le bon choc initial, c'est-à-dire que la bonne solution n'a pas encore été trouvée et c'est là où on voit même, les crises, bah, là, on est dans la bonne période des allergies, les chronicités allergiques. Bah, là aussi, c'est quelque chose qui se répare en lien avec une mémoire qui est là et qui est liée à une histoire, soit avec l'arbre concerné, soit avec, l'aliment lui-même, enfin bref, tout a un sens, en fait. Et donc, bah, quand on reprend l'exemple de la croûte et ben, on imagine tout simplement, bah, si on arrache la croûte et ben, ça fait encore mal, ça va encore inflammer, ça va encore gonfler, ça va encore reconstruire une croûte. Et si on arrache et ben, ça va faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre, si on la laisse et des fois c'est douloureux d'ailleurs, hein, je sais pas si vous avez en tête, mais des fois ça gratte, ça démange, c'est vraiment pas agréable d'avoir une croûte là, parfois qui craquelle même. Enfin moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, c'est pas du tout agréable. Mais si on la laisse et qu'on finit la réparation, bah, c'est terminé. Il y a peut-être même plus du tout de traces, selon la plaie. Des fois, il y a une petite trace qui reste, mais globalement, il y a des chances en tout cas que ce soit terminé et parfois même après on l'a oublié. Parce que c'est plus un problème, parce que ça n'existe plus. Et ça, je le vois souvent en séance quand on fait un suivi. C'est des fois des personnes qui me disent: «Oh, ça va plus du tout, ça va pas du tout, c'est la catastrophe» et en fait, on explore et c'est plus du tout le même problème. Donc c'est intéressant de voir que le problème initial, il a été oublié parce qu'il a été traité. Ça, j'aime bien le voir. Ça met, parfois du temps, mais quand on y est, c'est: «Ah, c'est bon, on a réussi». Toi, tu as l'impression qu'on a un problème, mais déjà, on a réussi à en régler un et ça, c'est juste, énorme. Donc voilà cette phase de réparation et quand on est vraiment sur cette casquette décodage, on va partir du principe que même un virus divers, de gastro, d'épidémie, on ne l'attrape pas pour rien. Et que si je vomis, par exemple, parce que mes enfants me l'ont ramené de l'école, parce qu'au travail tout le monde a la gastro et cetera, et ben non, c'est peut-être pas juste parce que ça, c'est peut-être parce que mon corps, il a besoin de ce virus-là pour aller vomir la situation que je n'arrive plus à digérer. Et que mon corps, il utilise tout ce qu'il y a autour pour gérer justement, ce trop plein émotionnel. Quand je parle l'exemple de vomir, hein, mais ça peut être encore bien sûr tout un tas d'autres exemples virals, pour traverser justement et me libérer de cette émotion qui est là et qui est lourde à l'intérieur de moi. Et pour finir justement avec les enfants, en général, comme nos enfants sont connectés à nous, quand on voit un enfant malade, on peut déjà se poser la question, «C'est quoi mon problème à moi?» On peut déjà juste s'ouvrir la piste. Moi, ça m'est déjà arrivé en fait, d'avoir, une sensation comme ça d'abandon qui revient, une situation perso et ce qui est fou, hein, c'est que avec mon fils, donc pour le coup, le deuxième qui est plus petit, je ressens moi une situation dans la journée, ben, le soir, c'est lui qui a la fièvre. Alors qu'on s'est pas même pas vu de la journée, qu'il a même pas pu ressentir ce que j'ai eu dans ma tête, bah, c'est lui qui a la fièvre et la fièvre, c'est, je me sens séparée de la chaleur de quelqu'un, donc c'est en lien du coup, pour mon code à moi avec une histoire d'abandon, de séparation. Donc c'est intéressant de voir qu'en plus quand ils sont petits comme ça, c'est souvent eux qui vont manifester d'abord dans leur corps, avant que ça passe dans le nôtre. Donc quand c'est comme ça, bah, on peut juste lui dire, «OK, je m'en occupe» et en général, il guérit 2 fois plus vite déjà, parce qu'il relâche aussi ce besoin d'aller libérer, pour son parent. Alors, si vous n'avez pas de questions, si vous en avez une, c'est le moment et sinon je vais vous proposer juste un mini exercice tout rapide.
pendant 2 minutes, ça va être super rapide, mais juste pour, voir à quel point votre corps, il a toutes les informations. Et juste vous permettre d'expérimenter. Moi, quand je travaille comme ça, après, je travaille souvent avec ce qu'on appelle de la PNL, c'est d'aller, explorer le corps parce que, on va dire que la tête a sa raison et la tête a son mental et la tête, elle sait pas toujours tout. Mais que quand on est malade et quand on a une émotion, quand on a une situation, tout ça, c'est dans le corps. En général, l'émotion, on la ressent pas trop là-haut, on la ressent vraiment, quand c'est de la tristesse, on la ressent peut-être ici, quand c'est du stress, ça va être dans le ventre, enfin, vous voyez bien que c'est le corps qui réagit, hein. Alors je vous laisse, pour expérimenter ça, vous prendre, un petit bout de feuille, un petit bout de feuille, un stylo, qui peut du coup être détachable. Je vous laisse peut-être pendant 1 minute chercher ça pour ceux, qui n'ont pas ça à côté. Et puis alors à votre rythme, vous voyez, vous allez séparer la feuille en 2 et vous allez réfléchir, sans réfléchir trop loin. Allez pas chercher quelque chose de trop compliqué, mais peut-être, une situation qui est assez marquante pour vous quand même, pour vous en rappeler. Vous allez noter sur une des feuilles une situation agréable que vous pouvez noter, par un code, hein. Ça peut être un mot-clé, qui vous parle à vous, vous avez pas besoin d'écrire toute l'histoire. Vous allez noter juste une situation agréable qui vous évoque quelque chose de positif, un souvenir positif. Qui peut être, aujourd'hui si vous avez mangé un super repas et que vous adorez et que ça vous a fait ou que ça vous a fait du bien, ou que ça peut être, quelque chose de plus ancien, vous prenez ce qui vient. Et puis sur l'autre feuille, vous allez faire la même chose mais avec une situation pour le coup désagréable. Une situation désagréable peut-être pour laquelle, quand vous y repensez, là, comme ça, vous pouvez imaginer ressentir une émotion. Ça peut être quelque chose de simple comme, peut-être ce matin je me suis fait doubler sur la route et ça m'a énervé, ou, ça peut être quelque chose un petit peu plus profond. Vous laissez venir et vous posez ça sur la deuxième feuille. Et puis après, chacun a son rythme. Vous allez, rentrer en connexion donc, ce que vous allez faire, vous allez, pouvoir, fermer les yeux et une feuille après l'autre, commencez par celle qui est agréable. Je vous montre déjà à l'écran. Vous allez pouvoir la prendre et vous allez vous amuser à l'approcher de vous, de votre corps, de votre tête. Vous changez de main, vous l'éloignez, vous l'approchez, en étant en connexion avec, cet instant agréable, avec ce mot que vous avez écrit sur la feuille. Et puis ensuite, et je vous laisse faire cet exercice, chacun à votre rythme et quand tout le monde a fini, vous réouvrez les yeux, vous revenez là pour me faire signe. Ensuite, vous faites la même chose avec l'autre feuille. Et vous rentrez en connexion avec votre corps, vous tournez le regard à l'intérieur de votre corps en rentrant dans votre profondeur. Et je vous laisse faire cette expérimentation pour voir comment le corps y résonne avec une feuille, avec l'autre. Et on prend le temps juste de ressentir qu'est-ce que ça fait quand j'approche de moi, de mon corps, cette situation désagréable en comparaison avec cette situation agréable. Qu'est-ce que ça change à l'intérieur du corps? Quelles sensations?
Je vous laisse encore une petite minute pour tester encore, puis revenir tous avec moi à l'écran, puis on pourra faire un petit débrief. OK, super. Alors, qui a envie de partager là, cette sensation? Est-ce que, un ressenti dans le corps sur la situation agréable, désagréable? Qui a envie de partager? Bah, moi, je veux bien, si tu souhaites, Estelle. Vas-y Myriam. Du coup, moi, j'avais une sensation de différence de couleur, en fait, entre la situation agréable et la situation désagréable. Et après, ouais, je suis assez à l'écoute. C'est un exercice, je pense que j'ai l'habitude de faire, en fait, inconsciemment. Enfin, non, consciemment, du coup, mais ça me parle. Et donc, du coup, ma manière de respirer non plus n'est pas la même. C'est-à-dire que la OK. sensation désagréable, je suis beaucoup plus en introspection et voilà, le souffle, mes poumons ne sont pas ouverts de la même manière et ils ne sont pas prêts à accueillir, en fait, clairement. Ouais, OK. Donc, du coup, tu ressens que tu inspires moins, Oui, c'est ça? C'est oui, l'inspire, donc en fait, tu restes verrouillé à l'intérieur et tu inspires pas. OK. c'est ça. OK, ouais, donc ça fait Alors, comme une apnée, quoi. voilà, tout à fait. Et alors que dans la situation agréable, du coup, l'inspiration et l'expiration, c'est presque comme une nourriture. En tout cas, l'inspiration est comme une nourriture. Donc, tu vois, à l'inverse, Ouais, il y a ouais, il y a un delta. super. Il y a un delta entre Ouais. le positif et le négatif. Ouais. Génial. Alors tu vois, en plus, c'est intéressant parce que quand tu parles et je ne sais pas si plusieurs, autres personnes ici ont remarqué, quand tu parles, tu le montres avec ton corps. Tu vois? Tu nous as montré cette forme, de je me recroqueville, ça fait un peu presque position fœtale, tu vois? Donc là, il y a peut-être une mémoire qui est très ancienne, qui est importante et juste, je te donne un code, tu le gardes et tu le laisses germer comme ça, tu laisses ton inconscient traiter l'info. Quand on est dans une situation comme ça de d'apnée, il y a ce truc de se dire peut-être, «J'ai besoin de m'étouffer moi-même», tu vois? Je suis toxique même, parce que finalement je garde l'air et je m'étouffe avec. Donc il y a quelque chose qui revient là sur le côté vital, hein, les poumons, la respiration et en même temps, tu vois, je conserve le dioxyde de carbone pour m'étouffer moi-même. Donc ça, c'est intéressant. L'apnée, on le retrouve énormément, énormément dans les tranchées, dans les mémoires de tranchées, ou dans les gaz moutardes qui ont été lancés. Si jamais tu verras si ça peut résonner quelque part. Merci Myriam. Merci à toi, Estelle. Lucile, est-ce que tu voulais, prendre la parole? Alors moi, c'est plutôt, je dirais, une sensation, ben, la situation agréable, j'ai senti une atmosphère de cocooning. J'avais vraiment l'impression d'être protégée, peut-être de par la situation sur laquelle j'étais positionnée. Et la situation désagréable, je sentais de la froideur, des frissons. Euh, donc là, on voit bien enfin, vraiment cette différence où vraiment j'ai l'impression oui, de me sentir, je sais pas, oui, d'avoir froid, de pas me sentir du tout à l'aise, alors que la situation agréable, j'aurais souhaité continuer dans ce côté cocooning. En effet, là, ça revient et Ouais, de prolonger la ouais, pensée, en fait. ouais, super. Ouais, génial. Donc tu vois, en plus, une sensation de froideur, on voit, c'est le contact, hein, tu vois, tu ressens ça. Tu l'as senti à un certain endroit dans ton corps? Ouais, aux épaules. Aux C'était épaules. plus OK. l'arrière, en Ouais, fait, ouais, ouais, comme ouais, si OK. ça venait vers moi, en fait. Je sais pas. Enfin, Ouais. les deux sens, j'ai senti le côté agréable, vraiment du côté de l'arrière des épaules. Mmh, Donc là, vraiment, ouais, les sensations sont montées. C'est des mmh. bons souvenirs. Ouais, Et l'autre, la sensation agréable, c'est vraiment, ouais, j'ai senti l'arrière aussi, comme si on me ouais, poussait. C'était, OK. L'arrière, c'est plutôt omoplate, non? ouais, exactement. Ouais, Ouais, OK, exactement. ouais, OK. L'omoplate, c'est un code qu'on a assez souvent aussi, c'est, je suis à plat.
et je m'en veux et c'est interdit. Tu vois? Il y a un truc des fois un petit peu comme ça, quand je suis à plat. Donc ça pareil, laisse germer, tu verras bien. Quand on est aussi alors ça de manière générale pour tout le monde, quand on est vraiment sur l'aspect du dos, de l'arrière et tout ça, ça se vérifie à chaque fois, il y a du transgénérationnel. C'est qu'il y a un truc, dans les lignées familiales derrière. Le dos, ça nous parle du passé en général, hein. C'est, quelque chose qui nous tire, mais surtout, bah, ça vient en fait, du passé. Donc en général, il y a du transgénérationnel. Bon après, sans vouloir vous vendre le transgénérationnel, on a tous du transgénérationnel. J'en suis convaincue parce qu'en fait, on n'est pas du tout né, vierge de rien en fait, hein. On est complètement, chargé d'histoire, de plein de choses. On est imprégné même de sa grand-mère maternelle parce que l'ovule, de la maman, il est déjà dans le ventre de la grand-mère maternelle, donc même de l'histoire de la grand-mère, on est imprégné. Enfin voilà, on n'est pas vierge, au contraire, on est chargé de plein de choses, donc dans tous les cas, il y a toujours du transgénérationnel. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Merci Lucille. Moi, je veux bien Oui, vas-y Amanda. si c'est OK. Ben, pour la partie positive, c'était super agréable. J'ai ressenti un peu comme une chaleur, comme elle disait, à vraiment de se sentir dans un truc cocooning très enveloppant, très et j'avais pas trop envie de retirer mon papier de sur moi et pour le côté, la partie désagréable, j'ai ressenti vraiment des picotements dans la main comme des fourmis, un engourdissement quoi, quelque chose qui faisait devenir ma main droite vachement lourde et puis ça s'est propagé un peu mais pas agréable et puis finalement, j'étais relativement contente parce qu'en fait ça s'est transformé en quelque chose de très apaisé et très triste mais plus piquant. Donc je suis Ouais, relativement contente. Je pense que ça veut ouais, dire que j'ai super. passé une étape par rapport à cet événement et donc voilà, je suis Génial. satisfaite. Génial et ça, c'est important ce que tu dis Amanda, c'est que parfois, en fait, voilà, on ignore, comme je vous disais en tout début, que son corps, c'est son allié, et parfois donc on est en lutte, hein, en disant: «Bah, tiens, j'ai encore mal là», et au contraire, quand on accueille la douleur, tu vois? Comme tu as dit, «J'ai eu les fourmillements, ça m'a fait mal, c'était douloureux». Quand on accueille la douleur et juste on rentre en connexion avec soi-même en disant: «OK, là, je vois et je prends conscience que là, il y a, un problème». Il y a une mémoire, il y a une douleur, il y a une souffrance et juste je le note et bien, souvent déjà ça fait la moitié du travail en fait, hein. Parce que, bah, c'est à nouveau comme je vous disais, reconnaître que quelqu'un a un problème et bien, c'est la même chose qu'on peut se faire à soi-même. Juste, rentrer en introspection perso en disant: «OK, là je suis pas bien, je le sens où dans mon corps?» Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à partir de maintenant. Je suis pas bien, OK, j'accueille, je vais pas bien, j'ai le droit d'aller mal aussi, hein, parce que ça, on se l'interdit, mais des fois, j'ai le droit d'aller mal et si ça dure 5 jours, ça dure 5 jours, c'est pas grave. Alors que c'est souvent pas politiquement acceptable. Au contraire, des fois, on a juste besoin de le traverser et de dire: «OK, ça se passe où à l'intérieur de moi? OK, c'est là et je te vois. Je vois là, peut-être je ressens une boule, dans l'estomac, peut-être je ressens, un fourmillement à la main, et juste je regarde» et ça change aussi déjà la traversée, en fait, hein. Donc ça, c'est super et puis, bah, du coup, bravo Amanda, pour, ton grand développement ces derniers temps. Trop bien. Merci. Super, eh bien, le temps passe, il est déjà 10h15. Alors sauf si j'ai pas envie de frustrer quelqu'un, sauf si quelqu'un a encore envie de se manifester, allez-y. Sinon, c'est aussi possible de me contacter, en privé pour expérimenter pour discuter, il y a pas de problème. À savoir que j'ai, l'académie en ligne, donc certains ici, connaissent déjà, qui fait qu'on fait aussi des lives de décodage, régulièrement. On en fait un par mois, ou alors après on travaille des thématiques, à thème. Donc voilà, c'est assez sympa parce que, bah, on a souvent, mal quelque part. C'est normal et donc c'est assez sympa, d'y mettre un peu de sens aussi et de pouvoir échanger, pour soi ou pour sa famille, puisque parfois c'est aussi, pour le coup, pour, voilà, les amis, la famille. Donc c'est assez chouette. Bien entendu, l'intérêt, c'est toujours de se dire, «Moi, je m'apporte déjà ma vérité». Et après, si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est intéressé à entendre cette vérité, bah, je peux lui suggérer. Mais voilà, bah, c'est pas parce que là, je vous ai dit: «Bah, tiens, les os, c'est l'arthrite, c'est la dévalo», allez pas balancer ça à tous vos amis parce qu'il y en a qui vont peut-être pas accueillir l'idée, hein, donc on a quand
même aussi, besoin parfois de passer son chemin en disant: «Bah, tiens, en fait, est-ce que tu as déjà imaginé que?» et puis avoir ce côté, politiquement correct, hein, parce que bien entendu, on n'est pas tous, ouverts à tout. Mais déjà, vous, si vous êtes là ce soir, c'est génial parce qu'il y a une grande ouverture, donc ça, c'est super. Et puis, ce que j'ai envie de vous proposer tout simplement, c'est, ce moment agréable que vous avez écrit, en espérant que ça a été agréable pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas pris la parole. Et ben, ce moment agréable, pensez à ce moment-là et nourrissez-vous-en. C'est-à-dire que là, vous pouvez même lui donner une couleur à ce moment agréable et en fonction d'une situation que vous pouvez vivre, d'énervement, de colère ou en tout cas, peut-être d'une émotion qui est un peu plus négative, et ben, imprégnez-vous de cette couleur qui est associée à l'événement agréable et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul en vous disant: «OK, donc là, je vais pas bien. OK, je note et puis, tiens, au fait, le violet, ça me faisait penser à quand j'étais dans mon petit cocon là. Bon, bah, allez, je vais respirer un peu du violet là» et vous laissez faire ça et déjà ça va vous permettre aussi à chaque fois de poser, ce qu'on appelle un ancrage en fait, hein. C'est une ressource positive quand on a besoin de traverser une situation, qui est pas évidente et ça, on le fait beaucoup avec des outils d'hypnose aussi, de PNL et tout ça. Eh bien, je vais arrêter le ah non, attendez, je vous avais mis une belle slide à la fin quand même. C'était la connexion intérieure et c'était le merci, danke schön, gracias, grazie pour votre écoute. C'était très sympa en tout cas de pouvoir partager. Je vais arrêter ça, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.